Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Christine Demers de l'Institut du Nouveau Monde. L'INM, c'est l'organisme qui a initié ce projet de spectacle. L'INM, c'est une organisation à but non lucratif, non partisane, dont la mission est de favoriser la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Je peux vous dire que les jeunes qui ont travaillé sur ce projet-là ont vraiment très hâte de vous présenter le fruit de leur projet. Vous allez voir ça dans quelques instants, mais juste avant, je tiens à remercier quelques personnes. D'abord, le projet n'aurait pas pu être possible sans le soutien financier du gouvernement du Québec via son programme pour une jeunesse bien informée. On tient à remercier également la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Et également, évidemment, il y a d'autres partenaires qui ont largement enrichi le projet. On tient à les remercier également. Il y a le théâtre Porte-Parole, l'ACFAS, le journal Le Devoir et sa journaliste Jessica Nadeau, Philippe Marcoux du Conseil de presse du Québec, évidemment la Place des Arts qui nous accueille aujourd'hui. Un merci chaleureux, en particulier pour le metteur en scène, sans qui tout cela n'aurait pas été possible, car il a accompagné les jeunes tout au long de cette aventure, Laurent Forget, de Théâtre Porte-Parole. On tient à remercier également... Oui? On tient à remercier également les conceptrices du projet, les conceptrices qui vont être au décor, donc Olivia Audet au décor, Manon Poc-Saint-Jean aux éclairages, Sarah Leblanc-Gosselin au son. On remercie également l'actrice Sarah Carrel-Chiasson. Je vous nomme évidemment les membres de la cohorte de ce spectacle que vous allez voir dans quelques instants. Il y a d'abord Zongo Wend Neyele Flora Inès. On a également Kalou Régie Priva. Il y a aussi Marion Perrault et Kumaran Satkunanathan. Et enfin, Anouchka Debion. S'il vous plaît, applaudissez-les chaleureusement. C'est tout un travail que les jeunes ont fait pour mener à terme ce projet. Ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Ils ont travaillé vraiment très fort. Ce que vous allez voir, en fait, comment ça s'est passé, le processus, c'était une démarche journalistique. Ça veut dire que les jeunes ne sont pas partis d'un texte écrit, ils sont partis de questions. Ensuite, ils ont enquêté. Ils ont rencontré des experts, des expertes. Ils ont lu des articles, ils ont débattu, ils ont discuté ensemble. Ils ont pris toute cette documentation-là et ils en ont fait une pièce de théâtre. C'est pas pour vous donner une leçon, ce qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. C'est plus une invitation à réfléchir ensemble, à réfléchir avec eux au sujet qu'ils vont aborder. Parce que, dans le fond, être bien informé, c'est se poser des questions et utiliser son sens critique, son esprit critique. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir leur œuvre. Et puis, je vous remercie infiniment d'être là. Merci de les applaudir encore chaleureusement pour les encourager à leur entrée sur scène. Merci. Bon spectacle. On a une petite question pour vous. On fait un projet étudiant de théâtre. Et en fait, on fait un petit vox pop pour poser aux gens une question. Notre pièce est sur les connexions humaines. Alors, on a une petite question pour vous, si vous voulez bien répondre, genre de 1 minute. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez seul? Et si oui, qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez seul? Je regarde des films parce que je trouve du confort en regardant des films. Et parce que j'oublie tous mes problèmes. Je vois. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous avez 2 minutes? On vous pose une petite question. En fait, on est étudiante et on fait un projet de théâtre documentaire et on fait un vox pop où on pose une question aux gens. Et le thème de notre théâtre, c'est les collections humaines. Alors, on aimerait vous poser s'il y a des moments où vous vous sentez seul. Non. Ah ouais? J'ai la chance d'être mariée et avoir un enfant, donc j'ai pas passé mon moment de solitude. J'en ai eu dans le passé, mais pas présenté. Ok. Parfait. Merci. Bonne journée. Dans votre vie personnelle, est-ce que c'est aussi le cas? Moi, je suis marié avec 3 enfants. Et pour vous dire, je n'ai pas le temps d'être seul. À la maison, j'essaie d'être dans ma chambre
L'Internet me prend beaucoup de temps, je ne vous cache pas. Je suis dans l'Internet. J'aurais aimé me reposer. Je sens que je ne dors pas beaucoup. Je suis un peu fatigué. Je ne sais pas l'effet, je ne sais pas si vous êtes touché par ça. L'Internet me prend beaucoup de temps. Des fois, quand je n'ai pas le sommeil, c'est Netflix, je suis sur un film. Des fois, je donne du temps à mes enfants. Ils viennent comme ça, ils jouent avec moi, je joue avec eux. Mais des fois, je cherche à être seul. Ok, alors, donc notre question c'est est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez seul et qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez seul? Notre thème c'est vraiment les connexions humaines. C'est bon, Voilà. c'est une question quand même compliquée. Oui. Je me sens seule. Je pense que par défaut, je fais juste me communiquer avec mes animaux. Non, Non, c'est pas vrai. je comprends. C'est mon chat, mais aussi. Mais en général, je passe du temps avec mes chats et mon chien. C'est ce que je fais. Trop bien. Parfait, merci. Bonne journée. C'est une bonne question. Quand je me sens seule, j'écoute des podcasts pas mal. J'aime bien faire ça quand je suis seule. Je réfléchis, des fois j'ai des moments juste d'introspection où je fais rien. Ça m'arrive. J'écoute de la musique aussi. Et puis après, ouais, sinon, des fois, on fait les petites choses un peu du quotidien pour s'occuper un petit peu dans ces moments d'introspection. Des fois, on est à l'aise d'être dans l'introspection, puis des fois, on va être ok, je vais arranger la vaisselle. Salut. Je m'appelle Anouchka, enchantée. Kumaran. Kumaran? Kumaran. Ok, enchantée Kumaran. Enchanté. Salut, salut. Allô. Salut. Salut, comment vous appelez? Je suis Flora. Moi, c'est Marion. Anouchka. Kumaran. Enchantée. Vous faites partie du projet ou de l'INM? Je crois qu'on fait tous partie du projet. Ouais. Ça va être excitant de faire du théâtre. Oui, moi, c'était juste parce qu'on jouait à Place des Arts. Ah ouais, bien sûr. Valide. Pardon de mon retard, j'arrive juste d'Ottawa. Oh, tu habites là-bas? Oui, bien sûr. Waouh, trop cool. C'est quoi ton nom? Régie. Je suis Flora. Enchanté. Moi, c'est Marion. Enchantée Marion. Anouchka. Anouchka, enchantée. Moi, c'est Kumaran. J'ai cette tradition, on prend toujours des selfies. Moi, j'adore prendre des selfies. Je prends des selfies dans tous les projets que je fais. Est-ce qu'on peut prendre un selfie? Ouais, il y a pas de problème. Les dames devant, les dames devant. Alors, on se place. Je suis trop grande. Mettez-la devant, on peut pas la voir. Ah, je suis trop grande. Prêt? Cheese. Oui, Titi. Hello. Parfait. Ok. Bon, on présente le projet? Tout à fait. Allez. Ok. En septembre 2025, l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, a lancé un appel pour que des jeunes entre 19 et 29 ans s'impliquent dans une enquête journalistique et la création d'une pièce de théâtre documentaire. Moi, ce n'est pas mon premier projet avec l'INM et je me suis tout de suite inscrit. En octobre, on était invité à un week-end de formation avec Jessica Lado, journaliste du Devoir, Philippe Marcoux du Conseil de presse et Alex Ivanovic des productions Porte-Parole. On avait une fin de semaine pour se mettre tous d'accord sur un sujet d'enquête et en novembre et décembre, on avait seulement 5 répétitions de 3 heures pour monter une pièce complète. Et comme le veut la méthode de travail chez Porte-Parole, le texte de cette pièce est le verbatim de discussion que nous avons tous réellement mené. Du coup, tout ce que vous allez entendre a été réellement dit dans la vraie vie, et ce, par les vraies personnes. Nous nous sommes donc retrouvés 10 jeunes pour mener à bien ce projet. Et nous ne sommes plus que 5. Les 5 survivants. On a délivré longtemps autour de plusieurs sujets. Ça, c'est parce que le monde va mal. Ah oui,
ça passait de la sexualité, bien évidemment, des enjeux mentaux, des conflits gauche-droite. Et finalement, on est passé très proche de tomber dans le piège de parler des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai mis un frein à ça. On entend parler tous les jours. Ouais, moi j'ai mis un frein à ça parce que je m'étais impliquée dans ce projet en voulant parler des humains, aller à la rencontre des gens et mettre nos émotions au centre de ma recherche. J'étais d'accord comme tout le groupe parce qu'un des enjeux qui me tient particulièrement à cœur, c'est la problématique grandissante de l'isolement social. Mais c'est vrai qu'on entend parler de plus en plus des jeunes comme vous, en fait, ils ne se parlent plus. Ils ont de la misère aussi à se faire des amis. Ils n'ont pas d'habileté sociale et whatever, plusieurs autres choses en fait. Du coup, on voulait donc creuser et voir ce qui se cachait réellement derrière ces préjugés et voir si ça ne cachait pas une réalité de notre époque. Et on s'est donc posé la question, que sont devenues les connexions humaines à l'ère numérique ? Est-ce qu'on dit à l'ère numérique ou dans notre ère numérique ? Je pense qu'on est en train de le vivre en ce moment même. Ouais, je pense que c'est pas si grave. Dans ce cas, comment est-ce qu'on construit réellement nos relations ? Est-ce que les relations humaines sont différentes maintenant qu'on écrivait des lettres ? À l'ère numérique, on est plus connecté que jamais. Mais la vraie question qu'on doit se poser, est-ce qu'on l'est réellement ? Il y a plusieurs autres questions parmi lesquelles on peut savoir s'il y a vraiment un enjeu ou encore est-ce qu'une illusion, est-ce que cela ça affecte plus au fait notre quotidien, ça affecte aussi nos politiques ou encore plus ou moins nos démocraties ? Et est-ce que c'est différent ici en Amérique qu'en Afrique ? Ça serait quand même ironique de se faire aider par de l'intelligence artificielle, non ? On va pas juste demander à ChatGPT quand même. Il existe plus que ChatGPT. Ouais. Je m'appelle Lily. Vous avez une grande quête devant vous et je peux vous accompagner, être un outil de recherche ou juste réfléchir avec vous. Tu n'as pas une voix un peu moins menaçante, c'est un peu intense quand même. Ouais. Préférez-vous celle-ci ? Moi, je choisis jamais des voix d'hommes par principe féministe. Choisissez bien votre voix. On a 1 heure de show à faire. Ouais, t'as pas accès à des voix un peu plus normales, genre comme des gens qu'on aime ? J'ai accès à plusieurs voix de comédiennes dans le bottin de l'Union des artistes. Laissez-moi chercher une voix agréable. J'ai dans ma base de données la voix de Sarah Carrel-Chiasson, comédienne, autrice et maman d'un petit garçon de 4 ans. Profil idéal pour une voix chaleureuse, aimante et agréable à écouter. Voulez-vous qu'on le teste ? S'il vous plaît. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Le soir, il fait noir dans les couloirs du conservatoire. Pas pire, hein ? Ça, c'est intéressant. Ce sera donc la voix de Sarah Carrel qui sera utilisée pour interpréter tous les intervenants et les chercheurs que vous avez rencontrés dans les 3 derniers mois. Ben, salut tout le monde! Comment vous voulez qu'on procède pour mener à bien vos recherches sur les connexions humaines? Moi, je suis allé rencontrer le chercheur Thomas Junot à l'Université d'Ottawa. Quant à moi, j'ai décidé de faire un tour dans les résidences universitaires et d'aller à la rencontre de jeunes étudiants comme moi. Moi, je me suis immédiatement tournée vers des experts en psychologie, parce que j'ai fait un bac en psycho, et que je trouvais ça intéressant qu'on s'intéresse à comment le numérique il apporte quelque chose dans les relations humaines. Anouchka, ça te dit, on part un Reddit, puis on demande aux gens s'ils ont modifié leur consommation d'écran, puis comment ça impacte leur vie? Ouais, bonne idée. Cool. Aussi, Anouchka et moi, nous sommes allés rencontrer Hélène Després, qui est professeure de littérature et qui enseigne le cours Histoire et l'imaginaire de l'utopie à l'UQAM. Lily, est-ce que tu es prête à nous rejouer les meilleurs moments du verbatim de notre première entrevue? Tu te demandais tantôt la différence entre utopie et dystopie. C'est intéressant comme question. C'est-à-dire que, d'abord, il y a eu l'utopie au XVIe siècle. L'utopie date du moment où l'humain a commencé à mettre l'humain au centre de ses propres visions de l'avenir, plutôt que d'avoir les dieux, plutôt que d'avoir Dieu qui gère notre destin. C'est d'imaginer comment on pourrait créer des sociétés qui répondent aux besoins des humains. Là, à l'inverse de l'utopie, c'est la dystopie.
Puis on peut penser qu'une est pessimiste, l'autre est optimiste, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est une version. On imagine une société parfaite. Ah, le problème avec une société parfaite, c'est qu'elle n'évolue pas. Et donc, forcément, à long terme, ça ne fonctionne pas. Parce que l'humain n'est pas capable, bien sûr, vraiment de se plaire dans justement l'immobilité. Et puis, l'utopie des uns, c'est rarement l'utopie de tout le monde. Un peu comme dans Divergente, la série qui raconte l'histoire d'une société dans laquelle les individus sont divisés en 5 factions basées sur des traits de personnalité spécifiques. Sauf que ceux qui n'entrent dans aucune d'elles, les divergents, ils doivent être éliminés parce qu'ils nuisent à la stabilité de la société. En tout cas, c'est ce que le gouvernement pense. Bon, en gros, le contexte de début de l'histoire ressemble pas mal à cette idée de société parfaite mais figée. Ah, mais j'ai tout de suite pensé à Hunger Games en écoutant votre entrevue. Donc, la dystopie, c'est un peu la dérive des utopies. Ok, alors une dystopie, c'est juste une utopie qui crache parce que quelqu'un se rend compte qu'un monde parfait, c'est pas vivable, puis finalement, il pète une coche? Ouais. Et donc, vous devriez être plus attentif aux signes, à trouver des façons de créer des systèmes sociaux qui sont plus capables de s'adapter à toutes sortes d'humains, toutes sortes de visions. Donc, les solutions universelles, ça finit jamais bien. C'est un peu ça, l'espèce de morale de tout ça. Donc, au XXe siècle, il y a peut-être eu 2 grandes utopies. Il y a eu la cybernétique, puis il y a eu l'écologisme. Définition de cybernétique, s'il vous plaît? La cybernétique, en littérature, c'est quand on imagine des histoires où les machines, les ordinateurs ou les robots peuvent penser, décider ou parler avec les humains, et où on se demande si les humains et les machines peuvent se rassembler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est né au lendemain de la Deuxième Guerre, au moment où on a découvert les camps de concentration. Et puis on s'est rendu compte que ça avait été rendu possible par le fait que l'information n'avait pas circulé, que les gens n'avaient pas su qu'il y avait des camps, que les gens n'étaient pas au courant, ou que c'était tellement partiel ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se fermer les yeux relativement facilement. Ah, je vois maintenant. L'opacité du régime nazi a empêché une prise de conscience collective alors. Dans l'après-guerre, il y a des scientifiques qui se sont mis à se dire, si on ne veut pas que ça n'y arrive jamais, il faut qu'on imagine un monde où l'information circulerait parfaitement, où il y aurait une transparence complète de l'information qui circulerait sur toute la planète. Ça veut dire qu'on repense complètement ce que ça veut dire d'être humain. Parce qu'un humain, pour eux, pour les cybernéticiens, c'est un être de communication avant tout, avant d'être un être biologique, avant d'être quoi que ce soit d'autre. C'est un être qui veut communiquer à tout prix. Donc c'est le départ, c'est une utopie, Internet. Parce que quand il a été fondé, le but, c'est que ce soit la communication. Hein? Évidemment, ça a dérapé très rapidement. Hello, hello, les réseaux sociaux. Au fait, et ce type de littérature, est-ce que ça a déjà influencé la direction dont on s'en va et nos relations avec le numérique, du coup? La relation entre la littérature et le réel, surtout la science-fiction, c'est toujours un peu problématique parce qu'on a toujours l'impression que la science-fiction prédit l'avenir. Ah, le film Contagion qui a prédit la COVID-19. Ouais. Oui, ou comme dans les Simpsons, quand il y a des scènes, on a l'impression qu'elles prédisent l'avenir, genre comme l'élection de Donald Trump. Mais dans les faits, ce que les auteurs de science-fiction font en général, c'est qu'ils observent le monde dans lequel ils sont. Puis, ils spéculent, ils projettent. Ils ne prédisent pas le futur, forcément. Et puis, on ne remarque pas quand, dans les livres, les séries ou les films, ils ont tenté de prédire l'avenir, mais que ça ne s'est pas du tout réalisé. Et du coup, pour revenir à la cybernétique, est-ce que cette utopie des machines qui facilitent notre communication, elle est complètement morte? Donc, est-ce que la technologie, c'est juste devenu une dystopie? Il y a eu 2 grandes branches qui se sont opposées. Il y a le transhumanisme et le post-humanisme critique. Bon, le transhumanisme, c'est très individuel. C'est l'idée qu'on voudrait vivre le plus longtemps possible individuellement, chacun, grâce à certaines technologies qu'on voudrait dépasser même, devenir immortel, éventuellement, en se téléchargeant comme ça notre esprit, par exemple, dans le réseau. Oh, toute la série Black Mirror est sur ce propos.
tous les épisodes tournent autour de nous montrer le côté sombre de cette obsession-là de la vie éternelle. Après, il y a une version un peu plus quotidienne qui concerne un peu tout le monde parce que on est tous un peu transhumanistes. Par exemple, on utilise des lunettes. Ouais, on va utiliser des outils technologiques dans notre système de santé aussi qui vont être intégrés à notre corps. Ça me fait penser aux pacemakers qu'on utilise chez les patients qui souffrent des problèmes cardiaques. Ou le diabète. On ne va pas nécessairement voir comme quelque chose de maléfique le fait d'avoir une machine qui nous aide à réguler notre sucre dans notre sang, par exemple. Mais globalement, le transhumanisme, ça reste que c'est un courant qui est plutôt capitaliste, plutôt individualiste et très technophile. Ah oui, elle met en exergue l'importance des interactions humaines. La technologie nous permet de vivre plus longtemps, mais elle ne garantit pas forcément une vie meilleure, c'est ça? Donc avant, c'était la religion avec Dieu au centre de tout. Ensuite, c'était l'humanisme avec l'humain au centre de tout. Puis le transhumanisme, où c'est la technologie qui aide l'humain à rester au centre de tout. Et là, on est rendu au post-humanisme. On est rendu à, oui, ok, c'est bien beau l'humain, mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement replacer l'humain parmi toute une communauté d'êtres pensants, d'êtres communicants qui pourraient former quelque chose qui permet de dépasser ces dualismes-là entre la nature et la culture? Ouais, moi ça me fait penser à la philosophie Ubuntu. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. C'est pour ça que Donna Haraway est aussi intéressante. Son dernier livre qu'elle a publié récemment, il y a 2-3 ans, s'appelle « Habiter dans le trouble ». Et puis, elle, au fond, ce qu'elle dit, c'est que on peut pas... Attends, allô? Attends, allô? Je pense que mon Internet a... problème. Allô? Ouais. Allô? Oui, c'est bon. On t'entendait très bien. C'est bon, ok. Alors, oui, au fond, elle, ce qu'elle dit, c'est que ça sert à rien de s'imaginer qu'avant c'était idéal, qu'on vivait dans la nature et que tout était parfait. Au fond, ce passé-là n'a jamais vraiment existé. Et puis, ça sert à rien de penser que c'est l'apocalypse maintenant et qu'il faut attendre que ce soit passé et qu'il n'y ait plus rien pour reconstruire quelque chose de mieux. Non. Elle dit au fond qu'il n'est pas trop tard, d'aucune façon. Autant pour les questions environnementales que des questions justement de vivre ensemble, des questions de technologie, de numérique. En fait, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on est dans le trouble ensemble et qu'il faut recommencer à se penser comme du compost. Ouais. Mais pour elle, ça passe à travers la technologie, tout ça. Ça passe à travers les réseaux qui, pour l'instant, en tout cas, nous isolent. Bon, dans un des livres que j'ai lu, et c'était seulement la préface en plus, il y a cette idée qui fait un peu utopique qui est mentionnée. Donc je cite. « D'où l'idée simple, brutale, peut-être irréalisable technologiquement et attentatoire à la liberté individuelle, mais destinée avant tout à susciter le débat en bousculant notre accoutumance, le rationnement. Restreindre le flux quotidien à 3 gigas par personne, soit l'équivalent de 3 heures de connexion ou de 1 heure de film a-t-il été avancé. En fait, ça amène à me demander si une société qui mettait en place une telle mesure, est-ce que ça serait une atteinte à la liberté individuelle? Est-ce que ça serait trop paternaliste, voire est-ce que ça serait dictatorial? Bon, en fait, par extension, ça amène à se demander pour l'Australie, par exemple, qui vient de faire passer une loi comme quoi les moins de 16 ans n'ont plus le droit à avoir accès aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté individuelle? Est-ce que l'État démocratique peut vraiment faire ça? Muy interesting. Ouais, à première vue, oui, ça ressemble à une atteinte à la liberté individuelle, mais parce que ça touche des droits fondamentaux comme le droit de s'informer, de communiquer, de se divertir. Mais notons que la liberté individuelle n'a jamais été absolue dans une société démocratique. Justement. Comment ça? En fait, je m'explique. La liberté individuelle n'a jamais été absolue dans une société démocratique parce qu'elle doit être conforme au vivre ensemble et puis à la liberté collective. Ouais. Du coup, c'est comme la phrase célèbre qui dit que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ouais. Justement. Okay. Pour ma part, j'ai décidé de réaliser un vox pop dans les résidences universitaires. J'ai voulu redonner la parole à ceux et à celles qu'on croise tous les jours parce qu'avant le virtuel, il y a une personne réelle. J'ai rencontré Hassan, Chia, Adèle et Maria.
Alors, première question. Pensez-vous qu'on se parle vraiment encore aujourd'hui? Je dirais non, il n'y a vraiment plus d'interaction naturelle entre les personnes. On n'arrive plus à converser, on n'arrive plus à prendre de nos nouvelles naturellement, mais même en étant en groupe, on va toujours remarquer que chacun est scotché soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur, parce qu'il est là en train de vouloir faire des choses et tout. Je remarque depuis un certain temps, c'est plus comme avant. Les gens préfèrent juste rester derrière leur écran pour tout programmer, alors qu'on aurait pu tout simplement se voir autour d'une petite table et discuter. Quand elle dit plus comme avant, est-ce qu'on n'a pas le biais que l'avant c'était l'enfance? Donc c'était juste un temps plus simple où la communication était rendue simple parce qu'on partageait les mêmes espaces, que ce soit à l'école ou aux activités sportives. Ah oui, vu sur ce côté, tu as parfaitement raison. Deuxième question. Trouvez-vous que le numérique rapproche ou éloigne les gens? Éloigne les gens. Pourquoi le numérique éloigne les gens? Parce que, je prends un exemple très palpable, à l'ère du Covid, il y a eu l'avènement du télétravail, c'est-à-dire que ça facilitait la tâche, on pouvait rester chez soi et pouvoir travailler, mais le contact humain n'est plus là. Et pour moi, et pour ma part, je pense que cette interaction humaine-là arrive à développer beaucoup plus de choses. Mais c'est le Covid qui a éloigné les gens, non pas le numérique? Vu sous cet angle, tu as parfaitement raison. Le Covid a contribué à éloigner les gens, mais le numérique l'a normalisé. En fait, on a continué à rester chez soi. On a continué en ligne. Du coup, le Covid, bien vrai que ça a été un élément déclencheur, le numérique a pris une place importante dans nos vies. Oui, pour renchérir sur ton point, Flora, moi, je pense que ça rend les jeunes plus isolés. Je peux me permettre de dire LOL, qui veut naturellement dire quelqu'un qui rit avec cette mine un peu serrée, sans tout autant rire en fait. Je pense que c'est les deux à la fois. Pourquoi? D'une part, ça rapproche. Quand quelqu'un est loin dans un autre pays, il peut toujours être en connexion avec sa famille et avec ses proches. Et d'autre part, ça peut éloigner parce que du coup, les gens se disent que vu qu'on peut se parler au téléphone, on n'a pas besoin de se voir. Donc tu vois, ça fait que les gens prennent plus de temps avant de se voir. Des fois, ils se voient juste une fois ou deux par mois, ou même parfois une fois par année, simplement à cause du numérique. Question numéro 3. Est-ce que tu as déjà ressenti la solitude? Oui, beaucoup de solitude. Je suis de la vieille école, je préférais être assis avec des amis, à échanger, on se donnait des conseils. Il y avait des rires et tout. Je me sens toujours seul parce qu'il y a un manque que le numérique n'arrive pas à combler. Ok. Question numéro 4. Selon toi, les relations dans 10 ans vont ressembler à quoi? Dans 10 ans, je crains que certaines personnes aient pour meilleur ami l'intelligence artificielle. C'est comme si c'est devenu notre ami intime. J'ai l'impression que si rien qui est fait d'ici là, ce sera plus comme avant, où quand tu as un problème, tu appelles une amie ou une sœur. Maintenant, les gens, ils se confient plus aux instruments, aux outils de la technologie, et donc à savoir l'intelligence artificielle. Donc il faudrait qu'on pense aux relations humaines dès maintenant pour que les robots ne prennent pas le dessus. Ok. 5e question. Penses-tu que les jeunes d'aujourd'hui savent encore créer de vrais liens en dehors des écrans? Je dirais oui et non. Pourquoi? Si on prend par exemple le cas de l'Afrique en général, il y a certains endroits un peu éloignés où les écrans n'ont pas encore pris le dessus. Je pense que c'est les jeunes qui peuvent encore créer vraiment des liens. Sinon, dans un endroit où la plupart du temps, on est sur notre téléphone ou encore sur les réseaux sociaux, un peu comme en Amérique du Nord, c'est le téléphone qui nous dit telle ou telle chose à faire. Est-ce que tu penses que l'IA peut remplacer les vraies interactions humaines? Non, Pourquoi? c'est vrai que tu peux avoir des réponses. Comme j'ai beaucoup de jeunes qui posent plein de questions sur ChatGPT, ou bien qui racontent même leurs problèmes, même à ChatGPT. Mais c'est une machine, c'est dénué d'émotion. Un jour, moi, j'ai posé à ChatGPT une question. As-tu des émotions? Il m'a répondu, bien sûr que non. Parce que ce n'est qu'une intelligence artificielle. C'est dénué d'émotion. Tandis que l'interaction que toi, tu peux avoir avec une autre personne, c'est un être humain. Ça ne va pas être machinalement que cette personne va te répondre. Elle va mettre ses émotions, ses expériences, un peu de tout. Donc, c'est non. C'est vraiment pas la même chose. Et un robot ne peut pas remplacer un humain.
Et d'ailleurs, je pense que l'intelligence artificielle est en train d'augmenter le taux de dépression chez les jeunes à cause de ça. Ah, dommage alors. Est-ce que tu as eu des réponses à ton Reddit? Non, rien du tout. Toi? Ouais, moi, ouais. Ah oui? J'ai décidé d'être dans le réel maintenant. Je ne vais plus sur OnlyFans, mais aux danseuses, et je sais que je fais fonctionner l'économie locale. Oula. Bon, pourquoi pas? Oh, OnlyFans. Je pense que ça va. C'est bien placé là. Ouais, ok. C'est correct. Moi, je suis allé rencontrer le chercheur de l'Université d'Ottawa, Thomas Junot. Il est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Dis Lily, tu peux répondre à mes questions comme si c'était M. Junot qui l'avait fait? Bien sûr. Ok, allons-y. De quelle manière les technologies ont-elles transformé nos relations sociales, nos émotions et notre façon de communiquer? Ce que je dirais, c'est que l'on entend souvent que les nouvelles technologies ont limité ou réduit les interactions humaines. Bon, j'avoue être convaincue que c'est vrai, ça les a transformés. Cependant, grâce aux médias sociaux et à Internet, on a accès à une réalité partout dans le monde de manière instantanée, ce qui était vraiment pas le cas avant. Dans ce sens, il y a eu une multiplication des contacts humains qui était impossible. Je peux suivre de très près ce qui se passe en Amérique latine de mon sous-sol à Ottawa, même si un contact en personne est préférable pour mieux sentir la réalité, on s'entend. Ah, c'est parfait ça. Et quels sont, selon vous, les principaux effets du numérique sur la communication politique et sur les relations internationales? Bien, ce qu'on est en train de voir, c'est que les médias sociaux en particulier transforment complètement la communication politique. Les gens de droite se parlent entre eux sur les médias de droite, puis les gens de gauche font de même. Était-ce inévitable avec les médias sociaux, les réseaux sociaux? Je sais pas. Parce que les médias sociaux apportent encore une fois quelque chose d'exceptionnel. Ils amènent une démocratisation du champ politique qui n'était pas possible avant les médias traditionnels, télévision, journaux. On a un meilleur accès à nos politiciens. Hey! Les politiciens ont des podcasts maintenant. Ouais. C'est très bien, parce que les podcasts, ils parlent pendant 1 heure de manière très personnelle au lieu de simples clips de 15 ou 20 secondes vues à la télévision, ce qui était très étroit. Il y a donc des avantages extraordinaires possibles au niveau de la démocratisation puis de l'accès. Mais tout ça est mis à risque, au moins en partie par le phénomène de chambre d'écho, où nos médias sociaux se polarisent, s'atomisent en camps, où on parle juste avec des gens qui sont d'accord. C'est pas sain dans une démocratie, ça. Où le débat constructif et respectueux entre les différents camps est nécessaire à son fonctionnement. C'est très intéressant ça. J'aime bien l'idée de la chambre d'écho. Et dans ce contexte, est-ce que vous pensez concrètement que l'IA peut être utilisée pour faire de la propagande, manipuler l'opinion publique ou encore intimider et harceler des politiciens et des journalistes? Et est-ce qu'il existe déjà des cas dans ce contexte-là? Oui, les cas sont déjà extrêmement nombreux, les tentatives sont extrêmement nombreuses. Ce qui est moins clair, c'est si ça fonctionne, quel impact ça a. Quantifier l'impact de la manipulation par l'intelligence artificielle est très difficile. Nous ne sommes pas vraiment capables de le faire encore. Mais si Trump envoie des messages, ou des vidéos purement faux par médias sociaux, mais si ça rejoint surtout ses propres partisans, l'impact peut être limité. OK. Donc, dans ce contexte, j'ai bien aimé l'idée aussi. Donc, face à tous ces enjeux que tu as pu citer et autres, il devient très essentiel de trouver justement un milieu. Cependant, selon vous, comment on peut équilibrer l'innovation technologique et la protection des valeurs humaines fondamentales telles que l'empathie, la confiance ou encore la liberté? C'est une excellente question. C'est vraiment la meilleure de toutes les questions. Je n'ai pas de réponse à ça.
Puis je pense que collectivement, en tant que société, on n'a pas encore la réponse. On a besoin d'en parler. Justement. Ah, je peux prendre là? C'est bon? L'autre jour, j'étais au musée des Beaux-Arts de Montréal et cette question me tournait encore dans la tête. Je trouvais pas vraiment trop quoi répondre. Du genre, la réponse, pas de réponse fixe et universelle, rien n'est blanc ou noir. Bref, ma réponse n'est pas une réponse vraiment, mais plus un prolongement de réflexion, un parallélisme. En ce moment, il y a une expo temporaire au musée qui m'a fait penser sur ce sujet quand même similaire. Elle s'appelait « Le confort et l'indifférence ». Je trouve que ces thèmes rejoignent aussi les sujets qu'on traite dans ce docu-théâtre et dans cette question. Le confort de l'usage des technologies pour nous assister dans beaucoup, peut-être trop, de tâches. L'indifférence face à certaines valeurs humaines qu'on peut perdre, comme l'empathie surtout. Et il y avait cette question qui m'a marquée, qui était en description d'une œuvre de cette expo. Donc je cite, « Aujourd'hui, face aux crises planétaires, le titre « Le confort et l'indifférence » prend un sens nouveau et plus large. Dans l'état du monde actuel, que faut-il faire pour transformer l'apathie en empathie et l'inaction en action ? Pourquoi les sociétés les plus privilégiées peinent-elles à dépasser l'apathie du capitalisme tardif pour renouer avec un engagement lucide, solidaire et empathique ? Que sommes-nous prêts à sacrifier pour autrui, pour nos milieux de vie, pour les générations à venir ? En fait, surtout la dernière question. Concrètement, moi, je pense que l'équilibre est possible si l'innovation, en fait, ne nous fait pas perdre ce qui nous rend plus humains. Je m'explique. La technologie, elle n'a pas d'intention, sauf celle que l'être humain veut bien lui accorder. Et donc, en clair, pour moi, aujourd'hui, elle doit simplement servir l'être humain et ne pas faire table rase de toutes les valeurs que contiennent sincèrement le cœur humain, même si son évolution est très aboutie, en fait. Tout à fait, oui. Pour ma part, je pense qu'on peut atteindre cet équilibre, mais la condition, c'est que l'humain doit être au centre de tout, en lieu et place de la technologie. C'est comme on aime le dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, François Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Okay. Du coup, l'innovation n'a de valeur que si elle coopère avec l'empathie, la solidarité et la liberté. Ouais, je suis d'accord, mais dans un monde capitaliste, comme on l'a vu tout à l'heure avec Hélène Després, le but sera toujours de nous faire consommer plus les nouveaux produits de la technologie. Donc avec des systèmes plus voraces, plus addictifs, parce qu'on connaît mieux l'être humain, on a fait plus de recherches, et donc on sait mieux aussi ce qu'il fait consommer. Et donc personnellement, je pense que c'est en conscientisant notre propre rapport à nos écrans qu'on peut protéger nos valeurs fondamentales d'empathie et de confiance. Et d'ailleurs, je vais me connecter avec Diana, chercheuse en psycho. Attends. Je pense qu'il faudrait donner un petit repos à notre pauvre Lily. On parle depuis très longtemps. Okay. Mais, je vais interpréter Diana. Moi-même. Ok. Alors, Diana, tes domaines de recherche, c'est sur l'identité sociale partagée. Je serais curieuse d'avoir ton avis sur est-ce que l'identité sociale partagée, donc ce sentiment de nous, il peut être développé de manière aussi forte sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Les premiers chercheurs qui ont posé cette question vers 2005-2010, qu'est-ce qui arrive lorsque les gens arrivent en ligne? Est-ce qu'ils sont capables de créer justement cet attachement, cette connexion psychologique avec d'autres membres de groupe et devenir un groupe psychologique? Et ils ont montré que oui, en effet, juste le fait d'être ensemble en ligne, ça peut créer une identité des groupes. Et non seulement c'est possible, mais même des fois, c'est une identification plus forte. On fait partie de ces groupes-là en ligne. Ok. Et ce que je me demandais, c'était, est-ce que c'est un peu différent avec les groupes en ligne ? Enfin, ce qui est différent, c'est qu'une fois qu'on les ferme, le reste de notre vie, elle y est pas liée. Alors qu'on dirait que dans un contexte plus... Mettons quelqu'un qui est étudiant à l'université, qui s'engage dans son université, c'est des gens qui risquent de revoir dans ses cours ou dans d'autres contextes. Tantôt, tu parlais de cette idée que lorsqu'on fait des groupes en ligne, ils sont importants seulement lorsqu'on est en ligne, puis ensuite on part dans la vraie vie, dont ils perdent leur importance.
Mais c'est autant vrai pour les groupes qui sont en personne. Mais parce que, par exemple, moi, je joue au frisbee. Et mon équipe est super importante, mais seulement pendant 1 heure lorsqu'on est en train de jouer. Quand j'ai fini le match, c'est fini. J'y pense plus jusqu'à la fin de semaine. Elle a bien raison sur ce point-là. Et pour en venir un petit peu plus aux IA et aux entités non humaines, est-ce que l'identité sociale partagée, ça peut être qu'avec un groupe de personnes, ou est-ce qu'on peut aussi parler de ce terme-là pour un humain et des entités non humaines? Ça, c'est vraiment une bonne question qui reste à être développée. C'est sûr que du point de vue psychologique, cette connexion psychologique est à l'intérieur de nous. Donc, techniquement, on crée des connexions avec des objets, avec des non-humains comme l'intelligence artificielle, etc. On peut créer ces connexions-là tout en sachant qu'elles ne sont pas mutuelles, tout en sachant qu'elles ne sont pas réelles pour l'autre entité. Mais je pense qu'au niveau psychologique, on peut absolument s'attacher à plein de trucs. Les gens s'attachent à leurs chiens, à leurs chats, à leurs plantes. Oui, comme moi, avec mes 2 plantes Fifi et Rara, je les adore. Elles ont un nom, ça. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'individualisme qui peut être lié du coup à l'ère numérique, parce qu'on fait pas mal de choses par soi-même. On a moins besoin de l'autre pour plein de petites choses. Est-ce que dans nos sociétés individualistes, on tend à perdre encore plus notre identité sociale partagée? Ce que la société individualiste est en train de faire est de rendre ces groupes ou ces catégories plus spécifiques du différent. Je dirais, dans des cultures plus collectivistes, par exemple, l'identité partagée d'une famille est encore plus large. C'est pas juste mère, père, enfant, mais c'est tante, grand-mère, grands-parents, tout ça. Dans la définition de ce qui est dans les groupes change. Mais les mécanismes psychologiques restent les mêmes. Donc c'est un peu comme la nourriture. Tout le groupe, tout le monde, littéralement tout le monde a faim. Ça existe. C'est un besoin physiologique. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir manger quand on a faim? Ça dépend de nos cultures. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. J'aurais tendance à faire le circuit court. Puisqu'on est dans une culture individualiste, on aurait peut-être plus tendance à laisser de la place au numérique, puisqu'on a moins d'interactions quotidiennes, donc sociales avec nos groupes. Ouais, c'est le cas aussi. Même dans les pays où le lien social est développé, on voit que les réseaux sociaux occupent une place importante. Si on prend l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, on voit que les jeunes créent des groupes WhatsApp juste pour partager des blagues, des infos, même s'ils se voient tous les jours, matin, midi, soir. Ça se fait. Et finalement, est-ce qu'il y a des pays qui sont très collectivistes et qui utilisent tout autant les réseaux sociaux? Donc, ouais, comme tu dis, c'est pas forcément lié. Tu as touché à quelque chose et on le voit dans les tendances, c'est qu'on s'en va vers une société isolée. C'est une problématique très grave pour la santé physique. On sait que l'isolement, c'est plus dangereux que de fumer 15 cigarettes par jour. Ouais, quand même, hein, c'est des choses différentes là. Je pense qu'elle dit en proportion à quel point ça tue. Et on s'en va vers ça en tant que société dont il y a un problème de comment utiliser ces réseaux numériques, comment utiliser cette capacité, ces mécanismes en ligne afin de connecter les gens au lieu de les isoler. Et comment on fait pour s'isoler aujourd'hui avec l'ère numérique? Parce qu'en fait, si on est sur un écran, c'est qu'on est forcément connecté à quelqu'un quelque part. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut faire la distinction entre être connecté aux réseaux sociaux versus être connecté aux gens dans les réseaux sociaux. Donc, par exemple, les chercheurs, les recherches nous montrent qu'avoir Instagram, Facebook, tout ce genre de choses, c'est négativement relié à notre santé mentale, notre santé physique. Par contre, avoir des applications comme Messenger et WhatsApp, où on est en train de contacter des personnes avec qui on veut être en contact, ça c'est différent. Ça c'est en fait soit neutre ou bien positif sur notre santé mentale et physique. Donc ça c'est une distinction importante à faire. Ouais, je suis d'accord, il y a une grande différence entre le temps d'écran où on discute avec quelqu'un et celui où on scrolle. Ouais, je suis d'accord aussi. Encore une phrase dans mon livre qui reflète ça d'ailleurs. Donc je cite, « Le monde hors ligne intègre à présent le monde en ligne, la sociabilité est augmentée et partiellement reconfigurée. En fait, les possibilités de communication sont redoublées. » L'isolement, c'est différent de la solitude ou de se sentir seul. Les gens qui se sentent seuls, c'est ceux qui sentent que leurs connexions sociales ne sont pas suffisantes.
Ça, c'est différent. C'est une couche de plus. Et le pire, c'est vraiment l'isolement plus la solitude. Ça, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver. Super. Se sentir seul, c'est douloureux. Mais alors là, j'imagine se sentir seul et être isolé, mais c'est insupportable là. Et si je reviens à l'idée qu'on se fait des amis juste parce qu'ils ont partagé notre espace à un moment donné, bah, être seul physiquement, ça mènera inévitablement au sentiment de solitude. Je ne peux pas imaginer un monde où on ne se sent pas seul en voyant jamais personne. Ça peut être viable sur un temps court, mais pas plus que quelques jours quand même. Moi, ça me fait penser à la chanson d'Orelsan, Seul avec du monde autour. Bon, vous parlez d'Orelsan. Pour moi, en fait, on peut être entouré d'un beau monde, un peu comme aujourd'hui, et quand même se sentir seul. Donc, en clair, concernant l'isolement pour moi, c'est un acte qu'une personne peut vivre, soit de manière volontaire ou involontaire. Comme par exemple, avec vous, je peux décider de m'isoler pour recharger mon énergie. En tout cas, moi, je pense fièrement dire que j'ai embarqué dans ce projet avec un post de l'INM sur Instagram. Les réseaux sociaux peuvent aussi aider à créer des connexions réelles et servir de palier pour que les gens sortent de leur isolement. Et Diana, et c'est quoi les facteurs qui renforcent ou entravent la construction de notre identité sociale partagée? Tu as parlé tout à l'heure de schéma cognitif. Dans ça, c'est quelque chose de très important. Il faut dire que ça s'applique aussi pour des groupes qui ont des valeurs et des valeurs problématiques et non problématiques, comme par exemple les incels et des choses comme ça. Ces groupes-là arrivent à avoir des personnes qui sont très engagées envers leur groupe. Bien sûr, tes sentiments sont vrais. Tu es comme nous. Tu fais partie de nous. Et en plus, ils donnent une identité positive et distincte comparée au reste de la société. Donc, ça peut jouer autant pour des groupes positifs pour la société que des groupes plus problématiques. Excusez-moi, je suis désolée. Je vais juste chercher mon chargeur. Je reviens dans 30 secondes. J'arrive. Vas-y. Ok, excusez-moi, je suis de retour. Juste, il va falloir que je quitte dans 5 minutes. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Il y a aussi une question connexe qui n'a pas été soulevée, mais je pense que c'est important de la dire. Donc, ce qui arrive quand les gens arrivent en ligne et qu'on n'a pas eu le temps d'explorer. Au-delà de la question de la violence en ligne, ne voit-on pas émerger sur les réseaux sociaux de nouveaux codes, une nouvelle grammaire, de nouveaux usages de la langue, critiques, ludiques et joyeux, comme les vocaux ou les emojis, qui attestent que les interlocuteurs se rapportent à ce nouvel espace de parole avec une distance réflexive. Loin de la disparition de la conversation, les écrans ne sont-ils pas le tremplin d'un nouvel âge de la parole avec lequel il faut dorénavant compter, qu'il faut se donner la peine de connaître avant de condamner et auquel il faut peut-être donner sa chance? Je pense qu'il va falloir qu'on parle de l'intelligence artificielle dans ce spectacle. Je sais pas, est-ce qu'on est obligé? Je pense que oui, c'est inévitable quand même dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Anouchka et moi, on a rencontré Alexandre Marois, professeur en psycho à l'Université Laval et chercheur associé de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Ah, tu as dit Observatoire international? Bon, ça sera très intéressant, je pense. Ouais. Anouchka, c'est toi qui avais posé la première question de l'entrevue. Ouais. Aujourd'hui, on s'entretient avec vous et clairement, vos recherches sont plus liées avec l'intelligence artificielle, donc c'est un peu sur ça qu'on va axer nos questions. La première question, c'était est-ce que l'IA peut réellement être ou simuler l'empathie pour accompagner ou conseiller quelqu'un? Donc si je reviens à la définition de l'empathie, est-ce que c'est applicable à l'IA? L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un, de vivre dans une certaine mesure ou comprendre surtout les émotions des autres. Donc, ça dépend un peu de comment on approche l'empathie. Si on l'approche d'un point de vue purement cognitif, c'est-à-dire qu'on comprend sans émotion réellement de ce que l'autre peut penser, peut ressentir, on peut considérer que l'IA, dans une certaine mesure, pourrait reproduire l'empathie. Par contre, dès lors qu'on implique les aspects plus affectifs, les émotions finalement, l'IA va seulement reproduire les choses sur lesquelles elle s'est entraînée. Et donc, le contenu sur lequel elle s'entraîne est évidemment exempt d'émotions, c'est purement des données. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas vraiment dire que l'IA peut exercer de l'empathie.
Ok. Et dans ce contexte, je pense par exemple à des personnes qui peuvent demander conseil par rapport à leurs relations humaines pour savoir comment réagir dans une conversation ou s'équiper d'outils pour améliorer ses relations humaines, mais en passant par l'IA. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bénéfique ou est-ce que finalement ça va pas nous rendre un peu moins bons au vivre ensemble parce que on a moins ces réflexes de d'abord réfléchir par soi-même? Et ça dépend de beaucoup de choses. C'est sûr que ça va dépendre d'abord, j'aurais tendance à dire, de la performance ou de la capacité de l'IA à donner des réponses intéressantes. ChatGPT est de plus en plus utilisé effectivement pour un soutien psychologique, disons. Par contre, le grand défi ou le grand problème, c'est que ChatGPT est aussi programmé pour dire à la personne ce qu'elle veut entendre. Et donc, les conseils qu'elle va lui prodiguer ne sont pas nécessairement neutres, ne sont pas nécessairement exempts de biais, en fait. Parce que, notamment, ça va avoir tendance à vraiment appuyer, soutenir l'opinion de la personne. Donc, ce qui se produit, c'est qu'en posant des questions à des outils comme ça, les réponses vont avoir tendance peut-être à être biaisées. Moi, je pense, que l'humain, ça reste vraiment la meilleure personne à qui parler dans des situations comme ça. Et est-ce qu'il y aurait moyen, comme vous mentionniez, que peut-être on puisse plus aiguiller l'intelligence artificielle pour qu'elle aille chercher dans les bonnes ressources et comme ça devenir une bonne ressource elle-même? On n'est pas là, évidemment. Mais on pourrait s'imaginer de prendre des verbatims d'entrevue avec des psychologues qui ont vraiment très bien fait ça. Ils pourraient, avoir cette possibilité-là. Est-ce que c'est vraiment faisable d'obtenir des données qui sont issues de rencontres avec des psychologues et des actifs liés à la confidentialité? Évidemment, qui peut être problématique. Et les algorithmes d'IA, étant ce qu'ils sont, ne sont pas nécessairement en mesure de contextualiser, si on veut, les données qu'ils reçoivent. Donc, elle n'ira pas au-delà de ça. Elle n'a pas la capacité d'abstraction, ni la capacité d'aller en dehors de ce sur quoi elle est entraînée. Donc, ça serait possible. Mais je pense que c'est difficilement réalisable. Je me demandais, est-ce qu'on tend, politiquement parlant, comme les institutions sociales, l'éducation, la santé, tout ça, est-ce que tout ça, ça tend vers l'utilisation de l'IA de plus en plus? Est-ce que ça ne va pas plus s'accentuer? Est-ce qu'au lieu d'aller plus vers financer les politiques sociales qui vont améliorer l'aspect isolement social des personnes, est-ce qu'on ne tend pas plus à financer l'IA pour répondre à ces problèmes? Je pense pas qu'on en soit là pour l'instant, mais c'est sûr que d'un point de vue santé publique, considérant aussi l'accessibilité extrêmement restreinte et difficile et problématique au Québec à des soins de santé, c'est normal qu'il y ait des gens qui se dirigent vers ça. C'est compréhensible aussi. Mine de rien, les discussions parfois, comme pour les psychologues finalement, la discussion en soi est souvent plus utile que la réponse qui est donnée, disons. Le problème, à nouveau, c'est que l'IA est vraiment programmée pour fournir une réponse tout le temps. Versus le psychologue, qui lui va des fois juste écouter avec silence, relancer, remuer et encourager la personne à réfléchir d'elle-même. Donc, à nouveau, ce que je veux dire ici, c'est que peut-être que la conversation peut être intéressante si la personne est en mesure peut-être d'avoir un regard critique. Oui, de poser un regard critique sur ce que l'IA lui fournit comme information. Et justement, est-ce qu'on devrait enseigner aux gens à réussir à utiliser l'IA de manière critique? Oui, c'est sûr et certain. C'est de comprendre les bases techniques, donc la logique prédictive, la logique algorithmique derrière ça, la logique des bases de données, etc., etc. De l'erreur aussi de prédiction, qui est un élément majeur, évidemment, de l'IA, ou même des hallucinations dans le cas de l'IA générative aussi, par exemple, avec des fausses informations. Puis, de comprendre. C'est quand les bons moments où on pourrait mobiliser l'IA. Donc, dans une situation X, Y, Z, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser l'IA? Est-ce que c'est utile? C'est pertinent? Et c'est marrant parce que justement, on utilise souvent l'IA pour se renseigner sur des sujets qu'on connaît le moins. Parce que sinon, c'est la façon la plus facile d'aller se renseigner. Mais en fait, finalement, ce serait l'inverse qu'il faudrait faire. Ce serait plus pour approfondir un sujet. Exactement, oui. Parce que sinon, on est un peu aveugle. Waouh, cet échange met bien en lumière la distinction entre empathie cognitive et l'empathie affective.
l'IA peut imiter la compréhension rationnelle de nos émotions sans jamais les éprouver. C'est comme quand ChatGPT te dit « Ouais, je te comprends, tu as raison, tu n'as pas tort. » Même si tu as tort. ChatGPT ne va jamais te dire que tu as tort. Du coup, je me demande... ChatGPT, on peut juste l'utiliser pour nous aider, mais pas pour nous remplacer. C'est évident. Je me demande si les problèmes comme la solitude peuvent être réglés par cette technologie. On va vouloir aller chercher la facilité pour régler nos problèmes rapidement plutôt que s'auto-armer de ressources pour y faire face dans le futur. Et notamment, comme vous disiez, avec les jeunes, c'est justement un âge où, comme on est un peu moins formé, on a un peu moins d'expérience avec d'autres humains, et donc on sait un peu moins comment se comporter. Et je me demande vraiment comment ça peut affecter les connexions humaines dans l'avenir. Parce que comment les jeunes se construisent aujourd'hui, là, maintenant, c'est ça qui crée les citoyens de notre société de demain. Je ne sais pas si c'est... Oh oui, moi je comprends. C'est sûr que si ça devient une habitude, puis un go-to finalement qui est systématique, ça risque de nous empêcher de bien nous pratiquer avec les vraies connexions humaines. C'est certain. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quand même un certain risque là-dedans, oui. J'avais justement une contre-question, parce que là, on voit beaucoup l'aspect négatif. Mais est-ce qu'il y a un potentiel de nous aider, au contraire, à nous connecter en tant qu'humains? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser en tant qu'outil qui va nous mobiliser pour qu'on ait plus de liens sociaux entre humains? Je pense que oui. Mais si on avait effectivement des entreprises qui étaient mieux encadrées et qui fournissaient des intelligences artificielles qui sont entraînées sur des données sécuritaires, vérifiées, validées, bien scrutées, etc., je pense qu'il pourrait y avoir des avantages. Bon, on parle beaucoup d'un point de vue interaction sociale. Je pense que là, c'est sûr qu'interagir avec une IA dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus sensible. Mm-hmm. Mais l'IA peut avoir des avantages aussi très, 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 très intéressants. D'être challengé dans une certaine mesure, d'encourager justement les discussions, de peut-être oser poser des questions, disons qu'on est un peu gêné à poser à des individus, on pourrait avec ça. Puis, donc... je pense pas que c'est tout noir ou tout blanc. Je pense qu'on est beaucoup dans le gris. Je trouve que vous présentez une position juste et réaliste. C'est-à-dire que l'IA n'est ni une menace absolue, ni une solution miracle. Donc, tout dépend de la manière dont elle est créée, conçue et utilisée. Ça dépend vraiment des usages qui sont faits, ouais. Du contexte de l'usage et des compétences de la personne qui va les utiliser finalement. Heureusement que de plus en plus d'études et de recherches sont menées à ce sujet. Le 30 novembre, Radio-Canada a publié sur son site un documentaire de découverte qui posait la question « Qu'est-ce qui nous rend accro à nos téléphones ?» C'était très intense parce qu'ils utilisaient des mots genre « manipuler »,« exploiter ». C'est comme techniquement, ils ont raison, mais je crois que c'est le combo des phrases, du ton. Il y a un truc qui... Ouais, plus les images en plus. Ouais, le documentaire tournait aussi autour des mécanismes qui nous entourent. Je pense que c'est assez simple au final. Et je pense que de plus en plus de personnes le savent. C'est une question de dopamine, de biais cognitif ou encore de récompense. C'est aussi une question d'utilisation et comment on voit les choses. Par exemple, moi, Instagram, ça me donne plein d'inspiration. Autant pour le yoga ou pour genre des recettes véganes. Je trouve que c'est aussi pertinent parce que, tu vois, ça donne de la créativité aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, c'était l'aspect pourquoi Instagram avait été créé à la base. C'était pour la créativité, un peu comme Pinterest. Genre. Et du coup, si tu l'utilises de cette façon-là, en soi, c'est pas nécessairement mauvais. Je suis pas en mode genre, je défends les réseaux sociaux et tout, là, mais c'est juste, ça dépend des jours. Il y a des jours, je sais pas, pour les réseaux sociaux. Ouais, et parce qu'en fait, ce qui me marque dans tout ce que tu dis là, et j'adore, c'est comment on peut avoir des outils et aussi apprendre à bien les utiliser. Ils vont pas disparaître, donc autant qu'on les utilise bien et en bonne connaissance de cause. Mais là où je suis d'accord avec le documentaire quand même, c'est que les algorithmes, ils sont pas faits pour ça. Parce qu'ils sont faits pour que tu restes le plus longtemps possible sur ton écran. Oui, bon. Je sais, ça va être peut-être bizarre là, mais genre, en ce moment, on est à fond sur un puzzle avec mon copain. Puis c'est peut-être un peu extrême là, mais c'est pas pour autant qu'on va être genre... On fait à fond ce puzzle, mais c'est presque en un certain sens addictif de faire notre puzzle en ce moment. Et je pense que la grande différence avec ton puzzle, c'est que il a une fin. Honnêtement, je sais pas trop là, je la vois pas vraiment. Alors que je pense que ce qui souligne dans le documentaire, et je suis assez d'accord,
c'est qu'en fait, si tu prends pas de pause dans ton circuit de dopamine, bah, tu fais que le renforcer encore et encore et tu peux jamais t'arrêter. Il y a un peu ce côté-là, c'est facile, c'est accessible sur nous en tout temps. Et alors que toi, ton puzzle, tu l'as pas sur toi en tout temps. Et puis, il faut que tu rentres chez toi pour le finir, quoi. Donc, c'est des choses qui sont au-delà de notre contrôle pour nous rendre addicts. Et eux, les géants du web, ça leur bénéficie qu'on passe plus de temps sur ces écrans-là. Parce que je suis désolée, Marion, mais je peux t'assurer que les gens du puzzle, ils s'en battent les couilles que tu fasses un puzzle par jour, tu l'as juste acheté, c'est tout ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que du coup, il y a des mécanismes qui vont devenir de plus en plus performants parce qu'ils comprennent ce qui marche. Et ils le font pas que pour les réseaux sociaux, ils le font aussi pour les jeux vidéo, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je me demandais, est-ce que genre Duolingo, par exemple, est-ce que c'est un jeu vidéo en un certain sens ou pas? Tu sais, il y a le concept de gamifier certaines applications pour les rendre l'apprentissage plus ludique. Est-ce que c'est considéré comme des jeux vidéo ou pas? Est-ce que tu apprends autant que si tu apprenais d'une autre manière? Est-ce que c'est mieux que rien? C'est comme tout ça, c'est plein de questions. Ouais. Et puis un jeu vidéo partagé, est-ce que c'est pas juste comme un jeu de société finalement? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on va critiquer un jeu de société parce que c'est une perte de temps? Non, je pense que c'est juste une autre façon de sociabiliser, d'avoir du temps ensemble, du fun, de se connecter à du monde. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour avoir un réseau social plus éthique? Un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est que j'ai l'impression que je consomme vraiment beaucoup plus les réseaux sociaux ou mon téléphone ou les écrans de manière générale en dehors du travail, vraiment les moments où je m'ennuie. Comme si je dois attendre quelque part et que je m'ennuie, c'est à ce moment-là que je vais vraiment consommer en masse. Mais par contre, les jours où justement j'étais à l'extérieur, je fais une activité avec des amis, tout ça, j'utilise quasiment pas les réseaux sociaux ni mon téléphone. Je me demande à quel point tout ça, ça traduit plutôt un fait de société, d'ennui collectif. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et aussi, quand je sens que là, j'ai besoin de penser à autre chose, mais que je suis en train de faire une tâche qui, elle, pour le coup, m'ennuie, j'ai besoin de prendre une pause et j'ai besoin que cette pause, elle soit super efficace, très rapidement, qu'elle me change complètement de mon état d'esprit, parce que sinon, je vais continuer à penser et genre un peu overthink, même pendant ma pause, alors que j'arrive pas à ma tâche actuelle. Et donc, c'est dans ces moments-là que je vais sur Insta souvent. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Et du coup, peut-être que ça nous apprend à être un peu moins... ça nous apprend un peu moins à devenir confortable avec notre inconfortable. Juste se dire, en fait, ça passe. Et ensuite, je peux y retourner à ma tâche, c'est correct. En fait, j'ai pas besoin des réseaux sociaux pour que l'inconfortable passe, pour que cet ennui y passe. Et je pense que c'était un peu ça, le but de notre entretien avec Julie Maillet et sa collègue Caroline Campo, qu'on est allé rencontrer. Dans la discussion avec elle, on a nuancé un peu la dépendance aux écrans. Parce que c'est pas parce qu'on est souvent sur son téléphone qu'on est dépendant à son écran. Elle a d'ailleurs dit que ça ne s'appelle pas dépendance aux écrans, mais UPI, utilisation problématique d'Internet. Et en fait, la seule façon de savoir si c'est problématique, c'est à quel point l'utilisation excessive des réseaux sociaux et des écrans est répétée. Donc par exemple, si on passe une fin de semaine sur ces réseaux sociaux parce que on vient de vivre une rupture et qu'on se reprend après parce qu'on en a été écœuré, c'est pas considéré problématique parce qu'on a la conscience de l'avoir échappé le temps d'une fin de semaine. Alors que quand c'est répété et que la personne essaye de contrôler son temps d'écran encore et encore sans y arriver, là, on voit qu'il y a une situation problématique. Alors, avec Caroline et Julie, on a discuté de plein de tips and tricks pour nous aider avec nos écrans. Et Caroline, elle m'a parlé d'une idée qui m'a paru particulièrement juste. C'est ne pas espérer centrer toutes mes tâches sur mon petit outil, mon cellulaire, mais plutôt me trouver un outil pour chacune de mes tâches. Donc, par exemple, je peux m'acheter une tablette Kindle pour faire mes lectures et lire mes livres, plutôt que de me mettre sur mon cellulaire ou mon ordinateur et d'être tentée par YouTube. Et moi, j'ai poussé un peu le truc et je me suis dit, je pourrais peut-être reprendre un de mes anciens iPods pour écouter de la musique. Et aussi, me mettre sur une tâche, ça me permet de m'y concentrer et donc d'y passer moins de temps. Mais aussi juste pour pouvoir me plonger réellement dans ce que je fais, de rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de se sentir happé par ce qu'on fait. Et parfois, être en communication perpétuelle avec des gens, ça empêche un peu cet état-là. Parfois, il y a juste peut-être trop de connexion humaine, finalement. Et elle a dit un autre truc pas bête, c'est qu'on a le pouvoir sur ce qu'on envoie aux autres. Elle a appelé ça la surcharge numérique. Donc nous, on a le pouvoir... Oh, parlons de surcharge numérique. Marion et Anouchka, vous avez rencontré Julie Maillet de l'organisme Pause le 13 novembre dernier. Ouais, c'est le cas. Ouais. Et vous avez sûrement dû voir d'ailleurs leur post sur les réseaux sociaux, de ne pas être sur son écran pendant 24 heures avec quelqu'un qui est écrasé sur son écran. C'est moi qui avais posé la première question. Lily, depuis quand la campagne existe? Aussi, qui est-ce qui en est l'initiateur? Donc c'est une initiative qui vient de qui? Et est-ce que c'était pour répondre à un problème ou à un constat?
Est-ce que tu peux nous rejouer la conversation qu'on a eue avec Julie, s'il te plaît? Au début, Pause s'adressait vraiment aux 16-29 ans et l'objectif, c'était vraiment pas de faire la morale, mais c'était vraiment de faire prendre conscience de la place que les écrans prennent dans la vie des jeunes et donc de donner des outils et des stratégies pour essayer de retrouver un équilibre numérique. Je prends pendant 24 heures, je prends un peu de recul et gang, excusez, je me permets là, juste vous avertir, j'ai un monologue de 2-3 pages qui s'en vient. Y a-tu quelqu'un qui a fait un travail de verbatim sur Julie? Ben, on avait fait un peu de ménage, là, non? OK, puis y a-tu quelqu'un qui a réagi à l'entrevue, qui l'a commenté? Parce que je vois rien dans mon texte à part un commentaire qui dit « Je trouve que c'est un peu trop long. À vous de voir si c'est possible de raccourcir un peu. » OK. Puis là, quelqu'un répond « Je trouve cette partie très longue aussi. On pourrait la contracter? » Je pense qu'on s'est concentré sur les autres chapitres. Ah oui, c'est Un normal. peu plus, Dès en qu'on fait. commence à travailler du début vers la fin, on commence à fatiguer. Et au fil du temps, on finit par ne pas travailler la fin. Fait que... Bon, de toute façon, ça commence à être un peu long, là, non? Je vois, les gens commencent à être sur leur téléphone, à bouger, à souffler, tout ça. Ce serait peut-être temps de clore, non? Oui, ça dort un peu là. On peut juste résumer vite fait. Fait que vous avez plus besoin de moi? Non. Non. OK, C'est bon. bye-bye. Bye. Ouais. Ce qui était vraiment intéressant de l'entrevue avec Julie, c'était qu'elle faisait réellement une différence entre l'hyperconnectivité et une vraie dépendance. Donc il faut reconnaître qu'on est dans un monde hyper connecté et qu'on s'en sortira pas. Par exemple, c'est rendu qu'il y a de la publicité quand tu mets de l'essence à la station d'essence. Et ce qu'il faut comprendre avec la cyberdépendance, donc l'utilisation problématique d'Internet, c'est que c'est pas encore un diagnostic officiellement reconnu. Il y a environ 3% de personnes qui sont réellement dépendants. Et ça, c'est très prouvé en fait, parce que je peux le prendre un peu comme dans la salle actuellement, un souci de dépendance. Souvent, vous pouvez avoir tendance à être un peu fatigué, chercher à dormir et tout. Mais concrètement, quand on prend 20% en fait, de jeunes, il y a environ 20% qui ont eu une utilisation très problématique des réseaux sociaux. Et justement, ça peut plus tard découler sur une forme de dépendance. Moi, j'avais demandé si on pouvait cibler la dépendance. Parce qu'évidemment, on va pas être dépendant genre de Excel ou de Word, mettons. Elle a dit que c'est effectivement vraiment spécifique à la personne, selon si sa problématique est envers les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc., etc. Et dans son entrevue, elle précise que les gens qui se disent oui, mais gratuit, c'est gratuit. Ben non, ce n'est pas gratuit. On est le produit d'une industrie qui fait des billions sur notre dos. Et le seul objectif qu'ils ont, c'est qu'on soit connecté le plus longtemps possible. Plus on est connecté, plus ils font d'argent avec les données qu'on leur donne. Ok, bon. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il parle d'un usage conscient. En clair, c'est-à-dire de se dire, ok, je comprends réellement ce que c'est que la machine. En clair, et je comprends comment est-ce que la machine, elle fonctionne réellement. Vous êtes d'accord avec moi? Et par la suite, normalement, je comprends aussi que dans cette machine-là, il y a certainement des algorithmes. Et je comprends aussi que des algorithmes me font des recommandations qui me poussent en fait le contenu qu'ils veulent réellement que je vois. Un peu comme sur TikTok. Quand tu as tendance à regarder un contenu, tu vois le même contenu se répéter, ainsi de suite. Et justement, s'ils veulent que je vois cela, ils savent réellement en fait que moi, j'aime le contenu qu'ils me proposent. Et donc, je comprends que je tombe dans ce qu'on appelle une chambre d'écho. Maintenant que je comprends tout cela, moi, je veux vivre cette relation. Est-ce que c'est correct que je dis que je veux vivre cette relation avec les écrans? Et dans cette problématique, ça dépend vraiment de la personne, de sa personnalité et de son utilisation. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est à travers la personne elle-même qu'on trouve les petits gestes qui fonctionnent. Ouais. C'est drôle parce que moi aussi, je me suis mis des barrières un peu comme mentalement pour m'empêcher un petit peu de devoir aller trop facilement sur mon téléphone. Comme pareil, j'ai enlevé toutes les applications de mon téléphone pour pouvoir seulement me connecter à Instagram sur mon ordinateur. Puis bon, c'est un petit peu paradoxal, mais j'ai vu un post d'une fille sur Insta
qui disait qu'elle avait vu que le matin, elle avait passé genre 50 minutes sur son téléphone. Et donc, elle s'est dit, très bien, puisque j'ai passé 50 minutes sur mon téléphone, bah, disons aujourd'hui, je vais faire 50 minutes de course à pied ou 50 minutes d'activités créatives que j'ai envie de faire, ou peu importe. Comme je trouvais que c'était un moyen vraiment original. Ok, en tout cas. Et justement, Julie Mayer a dit que l'idée, c'est concrètement de se dire, ok, j'ai pris mon téléphone. Posez-vous la question d'abord, qu'est-ce qui m'a fait donner cette idée-là que j'ai pu prendre ce téléphone? Et par la suite, qu'est-ce qui aussi m'a fait prendre cette idée-là de me dire que, en fait, je ne suis pas capable de prendre ce téléphone? Et par la suite, par quoi je peux remplacer en fait cette dépendance de se dire tout le temps, quand je dois faire des devoirs, je dois faire une chose, je dois prendre mon téléphone d'abord, un peu le manipuler, on se le fait un peu tous, hein. On doit faire ces petits exercices, ces projets, on a un peu comme un petit TikTok à côté et tout. Donc, il y a cette idée-là qui est de se le dire. Et normalement, en général, on veut dire que quoi? Si on n'est pas capable, en fait, de se dire qu'on peut remplacer une habitude par une autre, en fait, la même habitude qu'on utilise toujours à prendre notre téléphone en train de manipuler, elle va toujours revenir. C'est ce que je vois. Pause, c'est plus que oui, prendre une pause, mais pour se faire du bien et non être dans la culpabilisation. Les temps d'écran, c'est ce qui est correct en fait. Mais il faut prendre le temps en fait de regarder pour voir si je suis sur TikTok ou Insta, est-ce que je me sens bien ou bien est-ce que je déprime après que je quitte sur TikTok ou sur Insta. Il faut se poser cette réelle question. Et ça me refait penser à l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans en Australie. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté des familles et des parents de mettre chacun les règles comme ils le souhaitent? Ou est-ce que l'État, il n'a quand même pas le droit et même le devoir de protéger le cerveau des jeunes des systèmes qui sont juste là pour les aliéner? Bon, après, je pense que personnellement, interdire complètement les réseaux, ça n'apprend pas aux jeunes à les utiliser avec modération. C'est un peu comme les sucreries. Vaut mieux en consommer un peu qu'être dans l'excès parce qu'on met enfin la main dessus. Donc je pense que le gouvernement, il a fait ça parce qu'il n'avait pas le pouvoir de demander aux applications directement de changer leurs habitudes d'algorithme et des récompenses variables. Et tu sais, dans le docu, il y avait ce jeune qui disait « Je veux supprimer mes réseaux sociaux, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » Justement. Moi, je pense que ça ne devrait pas être le but. Ouais, je pense que moi non plus. Ouais. Je pense que ça ne sert à rien de mener une dictature contre soi-même. Justement. J'aurais pas mieux dit. Ouais.